bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez clé pour ceux qui se lancent en IA, en machine learning. Comment faire des projets qui non seulement marchent, mais qui attirent l'œil des recruteurs, quoi. On a tous un peu cette image du TensorFlow Timmy, passionné mais bloqué avec ses projets un peu classiques qui ouvrent pas vraiment de porte. Et puis en face, le PyTorch Peter, lui, il est courtisé, son portfolio fait mouche. C'est exactement ça. Le décalage est parfois énorme. Alors, pour creuser ça, on va s'appuyer sur les conseils d'un créateur YouTube, DevG, qui est spécialisé là-dedans. Son parcours est intéressant, il a des diplômes en IA, il a eu des offres d'emploi à plus de 240K dollars. Quand même. Et surtout, il a coaché des étudiants qui ont décroché des postes chez AMD, Amazon. Donc son retour d'expérience, il est assez précieux, j'ai l'impression. Oui, ça donne une perspective terrain qui est intéressante. Donc notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire de son expérience deux types de projets bien spécifiques, ceux qui peuvent donner ce fameux avantage injuste. Alors allons-y. Le premier type de projet qu'il met en avant, c'est implémenter un article de recherche. Mais attention, à partir de zéro. Ah oui, pas juste cloner un dépôt GitHub. Exactement. L'idée, c'est vraiment de prendre le papier scientifique et de reconstruire le code soi-même, ligne par ligne. Ça peut faire un peu peur dit comme ça. Oui, c'est ambitieux, c'est clair. Mais c'est justement là que ça devient intéressant. Ce que la source souligne et qui est fascinant, c'est que cette démarche, elle prouve quelque chose que 99% des candidats ne montrent pas. C'est la capacité à lire une publication pointue, à déchiffrer les maths, souvent bien denses, hein, et surtout à traduire tout ça, ces concepts, en code qui marche. D'accord? Et ça, c'est un signal hyper fort pour les recruteurs. Mais pas seulement. Pour les ingés seniors, les fondateurs de start-up aussi. Ils cherchent des gens qui comprennent en profondeur. Mais est-ce qu'il faut viser direct les transformers, les trucs super complexes? Ça peut paraître un peu inaccessible au début, non? C'est une bonne question. Et justement, la source précise bien que non. Pas forcément. Pas besoin de s'attaquer aux papiers les plus connus ou les plus compliqués. Des articles un peu plus simples, mais où on fait vraiment l'implémentation soi-même, de A à Z, ça a autant de valeur. Ah, d'accord. L'important, c'est la démarche, la reconstruction. Et il y a cette anecdote qui raconte Oui, hein? sur des étudiants, même sans un énorme bagage en IA au départ, qui ont eu des entretiens chez AMD et Amazon juste grâce à ça. Ah ouais, quand même. Ça parle. C'est assez parlant, oui. Ça montre bien que c'est la profondeur qui compte, plus Exactement. que les éternels projets de classifieurs chien-chat ou les interfaces pour ChatGPT, qui sont bien pour apprendre au début, hein, mais... Oui, mais qui ne démontre pas cette capacité à gérer la complexité ou les données un peu bruitées du monde réel. Ce que la source juge assez inefficace pour vraiment sortir du lot. C'est ça, la preuve de compréhension technique profonde, c'est ça qui fait la différence. Pas juste accumuler des petits projets. Tout à fait. La profondeur avant la quantité. Très clair pour cette première piste. Mais il me semble qu'il y avait une deuxième approche recommandée. Quelque chose sur les LLM. Oui, exactement. La source ne s'arrête pas là. Le deuxième projet clé, donc, c'est le fine-tuning. L'affinage d'un grand modèle de langage, un LLM, mais open source. L'idée, c'est de prendre un modèle qui existe déjà, il cite Mistral, Llama par exemple, et de l'adapter, de le spécialiser sur un jeu de données spécifique, choisi par la personne. Et ça, si on regarde un peu plus largement, c'est une autre super façon de montrer des compétences très demandées en ce moment. Ça prouve qu'on sait manipuler ces énormes modèles à des milliards de paramètres, même avec des contraintes de mémoire, tu vois. Oui, c'est pas évident ça. Non, et ça implique de comprendre des optimisations, la source mentionne bits and bytes pour ça. Ça montre aussi qu'on maîtrise des concepts comme la tokenisation, Comment le texte est découpé. voilà, et comment évaluer si le modèle affiné est bon, bien sûr. Hmm. Et j'imagine que ça veut dire utiliser des outils standards de l'écosystème. Bah oui, forcément. Bosser avec des plateformes comme Hugging Face, qui est incontournable aujourd'hui, utiliser des techniques comme LoRa. Ah oui, Laura, pour affiner sans tout réentraîner, c'est ça, une méthode efficace. En gros, ça démontre une capacité à résoudre des problèmes concrets, un peu comme notre PyTorch Peter, quoi. Et il insiste aussi sur le côté pratique, non. Pas besoin d'une machine de guerre. Oui, et c'est important, pas besoin d'un équipement hors de prix. Apparemment, Google Colab, la version gratuite même, ça suffit pour commencer et avoir des résultats. Ça, c'est plutôt encourageant. Carrément.
Donc ces deux types de projets, ils sont pas choisis au hasard, hein. Ils forcent à mettre les mains dans le cambouis, à acquérir et à prouver des compétences techniques solides, soit la compréhension de la recherche pour le premier, Mhm. soit la manipulation avancée des outils et des modèles de pointe pour le second. La logique de la source, c'est que ce sont des raccourcis pour vraiment monter en niveau et que ça se voit. Donc, si on résume un peu tout ça, pour quelqu'un qui veut construire son portfolio, l'idée principale serait quoi? Viser la profondeur, Hmm. la pertinence pour l'industrie. Oui, c'est ça. Choisir des projets qui obligent à apprendre des choses avancées et à le montrer, Ouais, plutôt que de refaire les exercices que tout le monde fait déjà. c'est exactement ça. Privilégier la qualité stratégique plutôt que la quantité. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante pour aller plus loin, je trouve. Ah oui. Bah, au-delà de ces deux approches, implémenter des papiers fine-tunés, des LLMs, quel autre type de projet peut-être moins évident, moins sur le radar aujourd'hui, mais tout aussi porteur, pourrait permettre de vraiment se démarquer radicalement dans un sous-domaine très précis de l'IA? Comment on pourrait identifier ce qui a une vraie valeur ajoutée, mais qui est encore peu exploré ou peu démontré par la plupart des candidats? Ça, c'est une bonne réflexion à avoir, je pense.